La Tunisie annonce la construction d'un mur de plus de 160 km à la frontière de la Libye. Cette mesure radicale est la conséquence des attentats de Sousse et du Bardo. L'enquête avait révélé que les assaillants avaient suivi un entraînement en Libye. Sama Soula. Voici la première tranchée qui préfigure le mur de séparation sur cette frontière entre la Tunisie et la Libye. Une passoire de 459 km par laquelle passent des armes et des terroristes. Critiqué pour son manque de sécurité, le gouvernement tunisien vient d'annoncer cette mesure radicale. Nous avons commencé à construire un mur et à creuser une tranchée sur 168 km le long de notre frontière avec la Libye. Un mur qui serait en sable et d'une hauteur de 2 mètres avec un fossé. L'objectif est de rendre la frontière infranchissable par des véhicules. La barrière s'étendra sur 168 km seulement. 280 km ne seront pas couverts parce qu'ils longent une zone militaire. Depuis la chute de Kadhafi, la Libye livrée aux milices et aux groupes djihadistes est devenue un terrain d'entraînement pour les terroristes. C'est là-bas que les auteurs des attentats du Bardo et de Sousse, des Tunisiens, étaient partis préparer leurs attaques. Le mur devrait être érigé avant la fin de l'année. Loin d'être un mur comme on peut imaginer dans d'autres endroits. En fait, c'est un fossé et des dunes de sable. Donc, ça commence avec un fossé et puis des dunes de sable sur 168 km qui longent donc la frontière entre la Libye et la Tunisie. Le but donc annoncé par le gouvernement tunisien, c'est d'empêcher les infiltrations depuis la Libye vers la Tunisie. Voilà, c'est ça le but affiché. Mais bon, d'ici à dire que ça va être efficace, c'est très tôt. Et il faut savoir que ça se passe plutôt dans le sens inverse. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de 35 personnes d'un village à Tataouine qui essayent de rejoindre l'État islamique en Libye, qui sont en territoire libyen, dont 2 militaires et un pilote. On sait très bien que les Tunisiens sont actifs en Libye. Beaucoup de kamikazes qui se sont fait exploser en Libye sont tunisiens, sans parler des 3000 Tunisiens qui se battent en Syrie et en Irak aujourd'hui. Donc l'utilité de ce mur est vraiment à remettre en question, parce que c'est un effet d'annonce, encore une fois. Pourquoi la Tunisie, important de le rappeler quand même, est au centre du djihadisme ? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, les Tunisiens constituent le plus grand contingent dans les rangs de l'État islamique en Syrie et en Irak, 3000 combattants. Ils sont très présents en Libye. Il y a des djihadistes notoires tunisiens qui ont monté des camps d'entraînement en Libye dernièrement, sans oublier que les Tunisiens en tant que tels sont présents sur les différents territoires de djihad depuis des décennies. Donc ça soit Afghanistan, Yémen, Syrie, Irak. Donc c'est pas nouveau pour la Tunisie, qui est une sorte d'attirance vers le djihad. Pourquoi aujourd'hui ? Parce que jusqu'à il y a quelques mois, moins d'1 an, la Tunisie était considérée comme une terre de prêche, comme ils disent. Même Ansar Sharia, qui était un groupe salafiste, il avait le droit de prêcher, de s'exprimer après la révolution d'une manière assez libre. Après, il a été interdit, donc le chef s'est enfui en Libye. Et donc, ils sont passés en clandestinité. Et ces gens-là, donc d'Ansar Sharia, une bonne partie ont rejoint l'État islamique, ou bien Al-Qaïda, donc l'unité Aqwa Ben Afek, qui est active dans le mont Shanbi en Tunisie. Donc, ils ont choisi l'action militaire. Et donc, aujourd'hui, ces gens-là, donc les gens qui sont aujourd'hui dans les rangs de l'État islamique, des gens qui sont aujourd'hui dans les rangs d'Al-Qaïda, ils ont déclaré que désormais, au contraire de ce qu'Ansar Sharia disait à une époque, que la Tunisie était une terre de prêche, ils ont dit désormais, la Tunisie est une terre de djihad, donc de guerre, de combat. Ils appellent les Tunisiens à se soulever contre le gouvernement tunisien et à faire des attaques, comme on a vu au Bardo, ou la dernière attaque donc meurtrière de Soussa. Donc la définition de la Tunisie pour ces groupes djihadistes, essentiellement Al-Qaïda et l'État islamique, a complètement changé dans les derniers mois. Revenons au mur, c'est un mur psychologique, on va dire, c'est pour rassurer, faire revenir les touristes ? Je pense que c'est plutôt ça, c'est un effet d'annonce, un effet de com'. J'ai eu une source gouvernementale assez importante du gouvernement tunisien qui m'a dit, en tout cas, ils ont commencé à construire ce mur, donc ce fossé et ces dunes. C'est l'armée, c'est le génie de l'armée qui va travailler avec 4 entreprises tunisiennes, mais on est vraiment à une période très très rudimentaire. Donc quand je lui ai dit, est-ce qu'il y aura des caméras de surveillance, est-ce qu'il y aura des senseurs comme sur d'autres frontières, il m'a dit on est encore loin de ça, peut-être dans 1 an qu'ils vont demander ça, mais là à ce moment-là ça sera des compagnies donc occidentales voire françaises, mais on est encore très 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 loin de ça. Donc là c'est vraiment juste une sorte d'obstacle
qui, à mon avis, ne sera pas un réel obstacle, parce qu'il faut se rappeler, encore une fois, que le problème, donc ce problème du djihadisme en Tunisie, il est interne à la Tunisie. C'est un problème sociopolitique, avant que ça soit un problème qui vient de l'étranger. Quand on dit, oui, effectivement, les attaquants du Bardo et de Sousa se sont entraînés en Libye, mais soit une Kalachnikov, un enfant de 10 ans peut utiliser une Kalachnikov, hein. Ça ne demande pas un entraînement très poussé, et d'ailleurs c'est pour ça que c'est l'arme la plus populaire, la plus répandue dans le monde. Donc ça, cet argumentaire n'est pas valable. Donc c'est surtout, à mon avis, pour rassurer la population, essayer de rassurer les touristes. Mais bon, aujourd'hui, il faut être conscient que quand un pays est capable d'exporter 3000 combattants en Syrie, en Irak, il y en a certainement autant, voire plus, qui sont prêts à agir sur place. Alors si la Tunisie n'a pas les outils pour l'instant, en tout cas sécuritaires, pour l'empêcher, la solution, elle passe par quoi? Par une solution politique, économique, bien sûr, sociale? Comme en tout cas, chaque pays, les pays où le djihad prospère, c'est qu'il y a des problèmes, des vraies défaillances de la part des États et des sociétés civiles. On a bien vu, par exemple, je vous donne un exemple, en Égypte, donc les frères musulmans qui avaient choisi la démocratie ont élu Morsi. Morsi était évincé par les militaires, et c'est depuis ce moment-là, depuis la reprise du pouvoir par les militaires, que l'État islamique s'est implanté au Sinaï et qu'il a fait tous les dégâts qu'il a fait dans les dernières semaines. Et à chaque fois, c'est pareil. Donc, dès qu'il y a une défaillance de l'État, les groupes djihadistes capitalisent là-dessus. Donc, en Tunisie, ce n'est pas encore le cas, parce que, bon, il y a quand même une société civile, il y a quand même une sorte de démocratie d'élection, mais il y a beaucoup de gens, dont des islamistes, qui ne sont pas dans le djihad militaire, qui estiment qu'ils ont été lésés, que la révolution n'a pas accompli tout ce qu'ils voulaient, surtout quand on voit, par exemple, des vieux symboles de l'ancien régime revenir aux affaires. Donc tout ça est à prendre en considération, et bien sûr le volet économique est primordial. Et avec ces frappes, en tout cas, que ce soit d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, le but est de détruire l'économie, parce que quand l'économie est détruite, après les gens vont aller d'un extrême ou dans un autre. Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Plus de 2 semaines après l'attentat de Sousse en Tunisie qui a tué 38 touristes, eh bien les autorités tunisiennes ont décrété l'état d'urgence, et elles ont annoncé par ailleurs la création d'un mur de 200 km de long, le long de la frontière libyenne, pour empêcher bien le passage des djihadistes. Alors est-ce la bonne réponse pour lutter contre le terrorisme? Y a-t-il un risque d'atteinte aussi aux droits de l'homme en Tunisie, comme l'affirment de nombreuses organisations telles que Human Rights Watch? Eh bien, on en parle avec nos invités en direct de Tunis. Merci d'être avec nous, Saïd Haïdi. Vous êtes ministre de la Santé tunisien et vous appartenez au parti Nida Tounes. David Thompson, bonsoir. Journaliste à Radio France Internationale, ancien correspondant de France 24 en Tunisie, spécialiste des réseaux djihadistes et auteur d'un ouvrage, Les Français djihadistes, et c'est aux éditions Les Arènes. Avant de commencer ce débat, on va tout de suite écouter le Premier ministre tunisien, Habib Essid, c'était le 7 juillet. Nous sommes actuellement, et ce depuis l'attaque du musée du Bardo le 18 mars dernier, en train de prendre de nombreuses mesures importantes. L'une d'entre elles est la protection de notre frontière. Notre armée a commencé à construire une barrière le long de la frontière, entre les villes de Ras Jedir et Deiba. La zone s'étend sur environ 168 km. Et le long de ces 168 km, il y aura un mur de protection. Saïd Haïdi, la construction de ce mur, est-ce que c'est la solution pour lutter contre le terrorisme et pour empêcher de passer les djihadistes? Bonsoir. C'est une partie de la solution. On ne pense pas que c'est la solution de construire un mur, mais on est dans l'obligation, en face d'un pays, la Libye, et on le regrette, qui est aujourd'hui déstabilisé, où on n'a pas d'État, on est dans l'obligation de faire ce qu'il faut pour contrôler nos frontières. Encore une fois, l'objectif n'est pas d'empêcher tout passage, mais de contrôler les passages, dans un sens comme dans l'autre. Les informations qu'on a sur la dernière opération qui s'est déroulée à Sousse, le jeune Tunisien s'est déplacé en Libye de manière sans passer par des passages réguliers. Donc on a l'obligation de contrôler nos frontières dans une zone qui est une zone accidentée, dans une zone qui est difficile. C'est une des mesures de protection. On a l'obligation aujourd'hui de contrôler cette frontière, et c'est ce qui a motivé la construction de cette barrière de sable de 2 mètres
entre Ras Jdir et Dhiba dans un premier temps, comme vous l'avez indiqué, sur 168 km. David Thompson, vous connaissez bien la Tunisie et cette frontière aussi avec la Libye. Est-ce que vous pensez que ce mur, avec ces fossés autour de ce mur pour empêcher les véhicules justement de passer, est-ce que ça va permettre, comme le dit le ministre de la Santé, de contrôler le passage de Tunisiens qui vont en Libye ou de Libyens qui viennent vers la Tunisie? Cette mesure a suscité une véritable perplexité au sein des personnes qui observent un petit peu la situation djihadiste en Tunisie. La première raison, elle est très simple, c'est que ce mur, en fait, cette dune de plus de 2 mètres avec des cratères qui sont creusés juste devant. Elle est censée empêcher les passages, mais sur une portion de frontière qui représente à peu près un peu moins de 200 km, c'est-à-dire du poste de Ras Jdir, poste plus au nord, à celui de Deiba. Or, au sud de Deiba, il n'y a plus de mur. Donc, que se passe-t-il lorsque des djihadistes auront l'intention de passer au sud de Deiba? J'ai posé la question à l'entourage du Premier ministre qui m'ont répondu: le risque zéro n'existe pas. Sous-entendu, cette mesure ne va pas changer grand-chose. En revanche, on peut dire qu'elle montre que les autorités tunisiennes ont pris conscience de la gravité de la situation. Après, il faut dire 60 morts en 2 mois, en 3 mois, dans 2 attentats, au Bardo, en plein centre de Tunis, et ensuite à Sousse. Parce que jusqu'à maintenant, il faut bien le dire, il y avait un véritable déni de réalité de la part des autorités tunisiennes sur cette question-là. Une semaine avant l'attentat de Sousse, j'étais encore dans un débat en Tunisie face au c'est un ministre du parti Nida Tounes qui m'expliquait que l'armée tunisienne avait quasiment vaincu le terrorisme. On était le lendemain d'un double attentat à Sidi Bouzid et à Djendouba, revendiqué l'un par l'État islamique, l'autre par la brigade tunisienne d'Aqmi. D'ailleurs, la preuve, c'est que dans cet hôtel, à Sousse, il n'y avait pas de sécurité d'ailleurs. Oui, clairement. Et il faut se rappeler que sur cette même plage a eu lieu un attentat kamikaze raté qui n'a tué que son auteur en octobre 2013. Les autorités tunisiennes auraient dû prendre en considération cet événement. La plage n'était pas surveillée. Le tueur a eu plus de 30 minutes pour massacrer 38 personnes. Et puis si on parle du mur, il faut aussi réaliser qu'il y a un contexte djihadiste armé sur le territoire tunisien aujourd'hui. Il y a un maquis djihadiste depuis la fin 2012. Il ne se passe pas un mois depuis la fin 2012 sans qu'il y ait des accrochages armés entre des forces de sécurité tunisiennes. Une centaine d'agents ont été tués depuis un peu moins de 3 ans. Tous les mois, il y a des accrochages avec des djihadistes et des forces de sécurité. Donc pour cet enjeu-là, le mur ne va rien régler. Saïd Haïdi, vous avez entendu David Thompson, il dit le mur ne va rien régler parce que tout d'abord la frontière avec la Libye, c'est plus de 400 km, là on parle de 200 km, ça veut dire que c'est tout le sud qui reste encore pour eux. Mais je voudrais que vous lui répondiez sur la question du déni de réalité. Est-ce que vous avez sous-estimé quand même cette menace terroriste? Est-ce que c'est ce que vous dites aujourd'hui? Non, certainement pas. Je peux vous dire que sur chacun de nos conseils des ministres, ce que je veux dire, depuis que ce gouvernement est en place, on a procédé à l'arrestation de 1000 djihadistes ou de 1000 personnes qui sont en relation avec les milieux terroristes. Donc ce gouvernement agit dans une situation, effectivement, qui est une situation déstabilisée. Une partie du problème est en Tunisie, une grande partie du problème est en dehors de la Tunisie, est en Libye. Et ce gouvernement, et l'État tunisien, je parle on a parfaitement conscience de la difficulté. Quand on dit que le risque zéro n'existe pas, le risque zéro n'existe nulle part. Je veux dire, sinon, à partir de la première tuerie qui aurait eu lieu dans une école aux États-Unis, on n'aurait plus eu d'autres tueries. Donc aujourd'hui, on a en face de nous un pays, on peut difficilement parler d'État en Libye, un pays qui est complètement déstabilisé, qui ne contrôle pas et on sait qu'il y a deux gouvernements qui sont en place. On construit une digue ou un mur sur 168 km pour une frontière qui en fait 459. Le reste de la frontière est une zone militaire. Bien entendu, c'est une première étape. On continuera dans le contrôle de nos frontières avec les moyens électroniques, avec également la coopération ou la collaboration avec d'autres pays tels que l'Algérie et d'autres pays également. Mais on a aujourd'hui l'obligation de contrôler les flux migratoires entre la Tunisie et la Libye, dans un sens comme dans l'autre, pour faire face à cette menace qui vient à partir de l'extérieur. Ensuite, pour ce qui se passe en Tunisie, vous évoquiez l'attentat de Sousse, qui est un attentat, effectivement, il y a eu l'attentat du Bardo, puis ensuite, à Sousse, ce qui s'est passé sur cette plage. Ça s'est passé dans un hôtel. C'est vrai qu'on ne peut pas contrôler tous les hôtels et probablement les services de renseignement
aurait pu ou pouvait peut-être avoir plus d'informations sur cette opération. Mais je peux vous dire que le nombre, et ça on ne peut pas l'annoncer chaque semaine, le nombre d'attentats qui ont été déjoués prouve à quel point on a conscience aujourd'hui et on n'est pas du tout dans le déni. Et je peux vous dire que c'est la priorité des priorités. Encore ce matin, nous étions en discussion en Conseil des ministres et toutes les semaines, c'est réellement toutes les mesures qui sont prises pour sécuriser, pour faire face. La réponse n'est pas que sécuritaire, on en a conscience, elle est aussi économique, elle est aussi sociale, elle est aussi culturelle, mais il y a une urgence aujourd'hui, et cette urgence est de sécuriser notre frontière avec la Libye, où on sait, le jeune qui a commis l'attentat de Sousse s'est entraîné à Sabratha au mois de mars ou de février dernier. Donc on sait qu'on a ces mouvements-là. On a hérité d'une situation, après 3 ans après la Révolution, où il y a eu quand même un laisser-aller, je dirais, avec même des prêcheurs qui sont venus en Tunisie, qui sont venus embrigader quelque part les jeunes ou faciliter l'embrigadement de nos jeunes en Tunisie. On a conscience de tout cela. Ça va nous demander, c'est un travail de longue haleine, mais on y fait face et on y fera face. On est en guerre contre le terrorisme et on est déterminé à vaincre ce terrorisme en Tunisie. Et on vaincra le terrorisme en Tunisie avec la collaboration avec des pays amis. David Thompson. Oui, il y a une tendance aujourd'hui au sein des autorités tunisiennes à pointer du doigt la responsabilité de la Libye. Je rappelle parfois que la Tunisie est une source de déstabilisation pour la Libye, au même titre que la Libye l'est pour la Tunisie. Ces djihadistes qui ont frappé le Bardo et qui ont frappé Sousse, ils étaient tunisiens. Monsieur le ministre évoque le camp de Sabratha. Selon nos informations, le camp de Sabratha, il a été fondé par des djihadistes tunisiens. Les mêmes qui étaient responsables du double assassinat en 2013 de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi, des 2 opposants et députés de Sidi Bou Saïd. Donc c'est quelque chose qui est tunisien, qui est né en Tunisie. Et la Tunisie, effectivement, les djihadistes tunisiens ont profité du contexte post-révolutionnaire pour se développer, pour se structurer. Effectivement, sous les autorités islamistes du parti Ennahda, lorsque ce parti était au pouvoir, il y a eu une forme de tolérance à l'égard de ce mouvement. Mais là encore, les responsabilités politiques, elles sont partagées en Tunisie. Il ne faut pas oublier que les leaders djihadistes tunisiens qui étaient en prison sous Ben Ali et qui ont été libérés au lendemain de la Révolution, ils sont sortis de prison alors que Béji Caïd Sebsi était Premier ministre de transition, l'actuel président. Donc les responsabilités politiques, elles sont totalement partagées en Tunisie. Aujourd'hui, il y a un enjeu qui se pose... Sur ce point, si vous permettez. Oui, allez-y, Saïd Haïdi. Oui, puisque j'étais au gouvernement. Effectivement, ça a eu lieu après la Révolution, au mois de février. M. Béji Caïd Sebsi est arrivé au mois de mars au pouvoir. Donc je m'inscris en faux par rapport au fait que ce soit Béji Caïd Sebsi, l'actuel président, qui est libéré. Et encore une fois, je pense qu'il ne l'aurait pas fait. Parce que si vous on n'est pas dans des nids et on sait... Il y a eu, effectivement, le décret a été signé avant que M. Béji Caïd Sebsi ne soit nommé Premier ministre de transition. Mais les cadres djihadistes, Abou Ayad et d'autres, ont été libérés alors que M. Béji Caïd Sebsi était Premier ministre de transition. Enfin, en tout cas, le mouvement djihadiste en Charia a été signé, fondé... Puis ensuite, absolument. Vous savez qu'une fois après la Révolution, et vous connaissez parfaitement le contexte, une fois que le décret a été signé par rapport à ça, après c'est la justice qui a appliqué, et il fallait l'appliquer parce que le contexte de la Tunisie l'imposait. On sait que c'est des Tunisiens. Ce qu'on dit par rapport à la Libye, ce n'est pas du tout, et on ne rejette pas du tout la responsabilité sur nos voisins libyens. On sait que c'est des Tunisiens qui s'entraînent là-bas. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le contrôle de cette zone-là. On peut avoir le contrôle de ce qui se passe éventuellement à Gasserine, à Bouzid ou ailleurs sur le territoire tunisien, mais on ne peut pas avoir le contrôle de ce qui se passe en dehors de nos frontières. D'où la nécessité, en tout cas pour nous, comme première étape, encore une fois, ce n'est qu'une mesure, d'un ensemble de mesures que le gouvernement tunisien a pris et continuera de prendre pour sécuriser, pour faire face à ces mouvements djihadistes, d'où qu'ils viennent de Tunisie ou qui viennent d'en dehors de la Tunisie. Ce phénomène-là est un phénomène auquel on doit collectivement faire face, que ce soit la Tunisie, l'Algérie, et la Libye également doit y faire face. Mais n'ayant pas le contrôle de ce qui se passe sur le territoire libyen, on a
aujourd'hui l'obligation de sécuriser nos frontières avec nos pays voisins et avec la Libye. David Thompson, l'état d'urgence a été décrété pour 30 jours. L'état d'urgence, on le dit à nos téléspectateurs, voilà ce que ça veut dire aujourd'hui. C'est un pouvoir d'exception pour les forces de l'ordre, c'est l'interdiction des grèves et des réunions, des fermetures provisoires de salles de spectacle. C'est prendre des mesures pour assurer le contrôle de la presse et des gardes à vue qui peuvent durer 15 jours. Il y a de nombreuses organisations des droits de l'homme qui dénoncent aujourd'hui ces lois antiterroristes et qui disent finalement que le pouvoir tunisien pourrait s'en servir pour sévir, et notamment parce qu'il y a de nombreuses grèves aujourd'hui en Tunisie. Il y a quand même un contexte social qui est compliqué. Oui, ces derniers jours, 9 organisations de défense des droits de l'homme, dont Human Rights Watch, dont Amnesty International, dont la FIDH, ont effectivement alerté les députés et les parlementaires tunisiens qui sont en train de débattre sur un nouveau projet de loi antiterroriste, sur le risque d'un recul démocratique. C'est vrai qu'au sein, aujourd'hui, cet enjeu djihadiste, il fait naître au sein d'une partie de l'opinion tunisienne et au sein d'une grande partie de la classe politique, et en particulier de la majorité qui est actuellement au pouvoir, une tentation sécuritaire. Vous entendez de plus en plus de gens en Tunisie qui vous disent il faut renouer avec les pratiques de Ben Ali pour répondre à cet enjeu djihadiste. Ça, effectivement, ça pose la question, ça menace clairement le processus de transition en Tunisie, le processus de transition démocratique. Justement, les djihadistes combattent. Ce que combattent les djihadistes, c'est cette démocratie tunisienne qui a fonctionné jusqu'à maintenant depuis la Révolution, puisque la transition s'est passée de l'avis de tous les observateurs électoraux de façon sans aucun personne n'a relevé aucune irrégularité en novembre et en décembre dernier pour les législatives et la présidentielle. La transition entre les islamistes politiques et le parti Nida Tounes s'est bien passée. Mais il y a cette tentation sécuritaire, cette tentation d'un retour à des pratiques qui étaient celles de Ben Ali. Il ne faut pas oublier qu'une bonne moitié de l'actuelle majorité du parti Nida Tounes sont des gens qui sont issus de l'ancien parti, de l'ancien RCD, le parti de l'ex-président. Il y a un risque d'un retour en arrière. Donc, cette majorité n'a pas été biberonnée aux valeurs démocratiques tout au long de sa carrière. Donc il faut garder ça à l'esprit. Saïd Haïdi, il faut rester vigilant. Non, je m'inscris. On est extrêmement vigilant, et je pense que même dans la déclaration de Monsieur le Président de la République, il a été très clair par rapport à la liberté de la presse et par rapport aux autres libertés. Les spectacles auront lieu, il n'est pas question de les fermer. Ce que permet l'état d'urgence. Et je veux rappeler mais les grèves, il y a des gens qui manifestent aussi aujourd'hui. Et ils ont le droit de faire grève dans le respect de la loi, et ils continueront quand ils le souhaitent à faire grève. L'état d'urgence était en vigueur depuis janvier 2011 jusqu'à décembre 2014. Aujourd'hui, ce que permet l'état d'urgence, effectivement, ça donne des prérogatives au gouverneur, ce qui est l'équivalent des préfets en France, et au ministère de l'Intérieur en cas de menace sur le pays, de menaces terroristes. Et je pense qu'aujourd'hui, la Tunisie, par rapport à la transition n'est pas remise en cause et ne sera pas remise en cause. Là où elle pourrait être remise en cause, si on avait une multiplicité d'attentats terroristes et d'incursions de djihadistes en Tunisie, là oui, la transition serait mise en cause. David Thompson, un mot. David Thompson, parce qu'on arrive bientôt au terme de ce débat. J'ai encore une question, Monsieur le Ministre, à vous poser. L'état d'urgence, aujourd'hui, l'instauration de l'état d'urgence, ça comporte le risque d'un vrai recul démocratique. Est-ce que ça va permettre de répondre à l'enjeu djihadiste? C'est pas sûr. Comme le dit Monsieur le Ministre, effectivement, il y a eu l'état d'urgence de la Révolution en 2011 jusqu'à mars 2014. Ça n'a pas empêché 2 assassinats politiques en 2013, ça n'a pas empêché l'attaque de l'ambassade américaine en 2012, ça n'a pas empêché le mouvement djihadiste Ansar al-Sharia de devenir un mouvement djihadiste de masse en Tunisie. Donc je ne suis pas certain que cet état d'urgence ne réponde à l'enjeu qui se pose aujourd'hui en Tunisie. C'est peut-être aussi, la réponse est peut-être aussi économique aujourd'hui, parce que la majorité des jeunes Tunisiens sont aussi au chômage, n'ont pas de travail, et qu'il y a peut-être aussi une désespérance économique et sociale. Monsieur le ministre, j'ai une dernière question pour vous. Ce soir, Londres conseille aux touristes britanniques de quitter la Tunisie. Une réaction ? Conseil aux Britanniques de quitter la Tunisie. Ils ont payé un lourd tribut à Sousse, avec 30 victimes plus 26 décès, 56 victimes, on va dire 30 décès et 26 blessés. On le regrette, et on continuera d'avoir d'excellentes relations avec les Britanniques comme avec les autres pays. La réponse est effectivement avant tout économique, sociale, et j'insiste sur ce point, et culturelle, et également par garantir que la transition continue sur sa voie en Tunisie. Et il ne s'agit pas de faire d'angélisme, encore une fois. Faire face, on est aujourd'hui en guerre contre le terrorisme, on est en guerre contre
ce que j'appelle les barbares de Daesh. Ce n'est pas l'État islamique, un État a des règles. Aujourd'hui, on ne peut pas y faire face en regardant les jours passés sans prendre les mesures nécessaires. Et on prend les mesures nécessaires, et je peux vous dire, et ce n'est pas vrai que chez Nidé Tounes, encore une fois, c'est 50% comme vous dites, on est 7 ministres de Nidé Tounes, aucun ne fait partie de l'ancien système, comme vous dites. Aujourd'hui, la Tunisie a changé. Merci Saïd Haïdi, on a bien entendu votre message. La Tunisie a changé et vous êtes, comme vous le dites, en guerre et vous avez pris donc un certain nombre de mesures, certaines qui sont décriées, comme on le disait. On aura l'occasion de toute façon d'en reparler de la Tunisie. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, David Thompson, d'avoir été avec nous. La Tunisie renoue avec l'état d'urgence. Il avait été levé en mars 2014, mais il a été de nouveau décrété par le président Béji Caïd Essebsi suite aux attentats de Sousse la semaine dernière. Cécile Galuccio. C'est le retour d'une mesure qui rappelle des jours difficiles en Tunisie. Dans une allocution diffusée à la télévision d'État, le président Essebsi décrète l'état d'urgence pendant 30 jours, plus de pouvoirs conférés à la police et à l'armée, restriction de certains droits, en revanche pour la population. Nous avons connu plusieurs tragédies douloureuses. Nous sommes habitués à lutter contre le terrorisme dans les montagnes, et comme je l'ai déjà dit, notre armée, la garde nationale et les forces de sécurité ont payé un lourd tribut de leur sang. On était en train de surmonter ce problème, mais nos ennemis ont quitté les montagnes et se sont dirigés vers les villes. Première cible, Tunis, le 18 mars dernier. 2 terroristes armés de Kalachnikov déambulent calmement dans le musée du Bardo et ouvrent le feu. Bilan, 21 morts. 3 mois plus tard, le 26 juin, sur une plage de Sousse, un jeune homme tire à tort et à travers sur des touristes. 38 morts. Ce n'est qu'au bout d'une demi-heure qu'il est abattu par la police. Les 2 attentats ont été revendiqués par l'organisation État islamique et à chaque fois ont soulevé des questions de défaillance sécuritaire. L'état d'urgence est temporaire, mais il peut durer longtemps. La dernière fois, c'était en janvier 2011 lors de la révolution de Jasmin. La mesure a duré plus de 3 ans, jusqu'en mars 2014. Donc quand je lui ai dit, est-ce qu'il y aura des caméras de surveillance, est-ce qu'il y aura des senseurs comme sur d'autres frontières, il m'a dit, on est encore loin de ça, peut-être dans 1 an qu'ils vont demander ça, mais là, à ce moment-là, ça sera des compagnies donc occidentales, voire françaises, mais on est encore très 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 loin de ça. Donc là, c'est vraiment juste une sorte d'obstacle qui, à mon avis, ne sera pas un réel obstacle, parce qu'il faut se rappeler, encore une fois, que le problème, donc ce problème du djihadisme en Tunisie, il est interne à la Tunisie. C'est un problème sociopolitique, avant que ça soit un problème qui vient de l'étranger. Quand on dit, oui, effectivement, les attaquants du Bardo et de Soussa se sont entraînés en Libye, mais soit une Kalachnikov, un enfant de 10 ans peut utiliser une Kalachnikov. Hein. Ça ne demande pas un entraînement très poussé. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est l'arme la plus populaire, la plus répandue dans le monde. Donc ça, cet argumentaire n'est pas valable. Donc c'est surtout, à mon avis, pour rassurer la population, essayer de rassurer les touristes. Mais bon, aujourd'hui, il faut être conscient que quand un pays est capable d'exporter 3000 combattants en Syrie, en Irak, il y en a certainement autant, voire plus, qui sont prêts à agir sur place. Alors si la Tunisie n'a pas les outils, pour l'instant en tout cas sécuritaires, pour l'empêcher, la solution, elle passe par quoi? Par une solution politique, économique, bien sûr, sociale. Comme en tout cas, chaque pays, les pays où le djihad prospère, c'est qu'il y a des problèmes, des vraies défaillances de la part des États et des sociétés civiles. On a bien vu, par exemple, je vous donne un exemple, en Égypte, donc les frères musulmans qui avaient choisi la démocratie ont élu Morsi. Morsi était évincé par les militaires, et c'est depuis ce moment-là, depuis la reprise du pouvoir par les militaires, que l'État islamique s'est implanté au Sinaï et qu'il a fait tous les dégâts qu'il a fait dans les dernières semaines. Et à chaque fois, c'est pareil. Donc, dès qu'il y a une défaillance de l'État, les groupes djihadistes capitalisent là-dessus. Donc, en Tunisie, ce n'est pas encore le cas parce que, bon, il y a quand même une société civile, il y a quand même une sorte de démocratie d'élection, mais il y a beaucoup de gens, dont des islamistes, qui ne sont pas dans le djihad militaire, qui estiment qu'ils ont été lésés, que la révolution n'a pas accompli tout ce qu'ils voulaient, surtout quand on voit, par exemple, des vieux symboles de l'ancien régime revenir aux affaires. Donc tout ça est à prendre en considération, et bien sûr le volet économique est primordial. Et avec ces frappes, en tout cas, que ce soit d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, le but est de détruire l'économie, parce que quand l'économie est détruite, après les gens vont aller d'un extrême ou dans un autre.
Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24, un débat auquel vous pouvez participer via les réseaux sociaux. Plus de 2 semaines après l'attentat de Sousse en Tunisie qui a tué 38 touristes, eh bien, les autorités tunisiennes ont décrété l'état d'urgence et elles ont annoncé par ailleurs la création d'un mur de 200 km de long, le long de la frontière libyenne pour empêcher bien le passage des djihadistes. Alors, est-ce la bonne réponse pour lutter contre le terrorisme? Y a-t-il un risque d'atteinte aussi aux droits de l'homme en Tunisie, comme l'affirment de nombreuses organisations telles que Human Rights Watch? Eh bien, on en parle avec nos invités en direct de Tunis. Merci d'être avec nous, Saïd Haïdi. Vous êtes ministre de la Santé tunisien et vous appartenez au parti Nida Tounes. David Thompson, bonsoir. Journaliste à Radio France Internationale, ancien correspondant de France 24 en Tunisie, spécialiste des réseaux djihadistes et auteur d'un ouvrage, Les Français djihadistes, et c'est aux éditions Les Arènes. Avant de commencer ce débat, eh bien, on va tout de suite écouter le Premier ministre tunisien, Habib Essid, c'était le 7 juillet. Nous sommes actuellement, et ce depuis l'attaque du musée du Bardo le 18 mars dernier, en train de prendre de nombreuses mesures importantes. L'une d'entre elles est la protection de notre frontière. Notre armée a commencé à construire une barrière le long de la frontière, entre les villes de Ras Djedir et Deiba. La zone s'étend sur environ 168 km. Et le long de ces 168 km, il y aura un mur de protection. Saïd Haïdi, la construction de ce mur, est-ce que c'est la solution pour lutter contre le terrorisme et pour empêcher de passer les djihadistes? Bonsoir. C'est une partie de la solution. On ne pense pas que c'est la solution de construire un mur, mais on est dans l'obligation, en face d'un pays, la Libye, et on le regrette, qui est aujourd'hui déstabilisé, où on n'a pas d'État. On est dans l'obligation de faire ce qu'il faut pour contrôler nos frontières. Encore une fois, l'objectif n'est pas... La Tunisie annonce la construction d'un mur de plus de 160 km à la frontière de la Libye. Cette mesure radicale est la conséquence des attentats de Sousse et du Bardo. L'enquête avait révélé que les assaillants avaient suivi un entraînement en Libye. Sama Soula. Voici la première tranchée qui préfigure le mur de séparation sur cette frontière entre la Tunisie et la Libye. Une passoire de 459 km par laquelle passent des armes et des terroristes. Critiqué pour son manque de sécurité, le gouvernement tunisien vient d'annoncer cette mesure radicale. Nous avons commencé à construire un mur et à creuser une tranchée sur 168 km le long de notre frontière avec la Libye. Un mur qui serait en sable et d'une hauteur de 2 mètres avec un fossé. L'objectif est de rendre la frontière infranchissable par des véhicules. La barrière s'étendra sur 168 km seulement. 280 km ne seront pas couverts parce qu'ils longent une zone militaire. Depuis la chute de Kadhafi, la Libye livrée aux milices et aux groupes djihadistes est devenue un terrain d'entraînement pour les terroristes. C'est là-bas que les auteurs des attentats du Bardo et de Sousse, des Tunisiens, étaient partis préparer leurs attaques. Le mur devrait être érigé avant la fin de l'année. Loin d'être un mur comme on peut imaginer dans d'autres endroits. En fait, c'est un fossé et des dunes de sable. Donc, ça commence avec un fossé et puis des dunes de sable sur 168 km qui longent donc la frontière entre la Libye et la Tunisie. Le but donc annoncé par le gouvernement tunisien, c'est d'empêcher les infiltrations depuis la Libye vers la Tunisie. Voilà, c'est ça le but affiché. Mais bon, d'ici à dire que ça va être efficace, c'est très tôt. Et il faut savoir que ça se passe plutôt dans le sens inverse. On sait aujourd'hui qu'il y a plus de 35 personnes d'un village à Tataouine qui essayent de rejoindre l'État islamique en Libye, qui sont en territoire libyen, dont 2 militaires et un pilote. On sait très bien que les Tunisiens sont actifs en Libye. Beaucoup de kamikazes qui se sont fait exploser en Libye sont tunisiens, sans parler des 3000 Tunisiens qui se battent en Syrie et en Irak aujourd'hui. Donc l'utilité de ce mur est vraiment à remettre en question, parce que c'est un effet d'annonce, encore une fois. Pourquoi la Tunisie, important de le rappeler quand même, est au centre du djihadisme ? Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, les Tunisiens constituent le plus grand contingent dans les rangs de l'État islamique en Syrie et en Irak, 3000 combattants. Ils sont très présents en Libye. Il y a des djihadistes notoires tunisiens qui ont monté des camps d'entraînement en Libye dernièrement.
Sans oublier que les Tunisiens en tant que tels sont présents sur les différents territoires de djihad depuis des décennies. Donc ça soit Afghanistan, Yémen, Syrie, Irak. Donc c'est pas nouveau pour la Tunisie qui est une sorte d'attirance vers le djihad. Pourquoi aujourd'hui? Parce que jusqu'à il y a quelques mois, moins d'un an, la Tunisie était considérée comme une terre de prêche, comme ils disent, même Ansar Sharia, qui était un groupe salafiste, il avait le droit de prêcher, de s'exprimer après la révolution d'une manière assez libre. Après, il a été interdit, donc le chef s'est enfui en Libye, et donc ils sont passés en clandestinité. Et ces gens-là, donc d'Ansar Sharia, une bonne partie ont rejoint l'État islamique, ou bien Al-Qaïda, donc l'unité Aqwa Ben Affek, qui est active dans le mont Chalbi en Tunisie. Donc ils ont choisi l'action militaire, et donc aujourd'hui, ces gens-là, donc les gens qui sont aujourd'hui dans les rangs de l'État islamique, des gens qui sont aujourd'hui dans les rangs d'Al-Qaïda, ils ont déclaré que désormais, au contraire de ce qu'Ansar Sharia disait à une époque, que la Tunisie était une terre de prêche, désormais, la Tunisie est une terre de djihad, donc de guerre, de combat. Ils appellent les Tunisiens à se soulever contre le gouvernement tunisien et à faire des attaques, comme on a vu au Bardo, ou la dernière attaque donc meurtrière de Sousa. Donc la définition de la Tunisie pour ces groupes djihadistes, donc essentiellement Al-Qaïda et l'État islamique, a complètement changé dans les derniers mois. Revenons au mur, c'est un mur psychologique, on va dire, c'est pour rassurer, faire revenir les touristes? Je pense que c'est plutôt ça, c'est un effet d'annonce, un effet de com. J'ai eu une source gouvernementale assez importante du gouvernement tunisien, qui m'a dit, en tout cas, ils ont commencé à construire ce mur, donc ce fossé et ces dunes. C'est l'armée, c'est le génie de l'armée qui va travailler avec 4 entreprises tunisiennes, mais on est vraiment à une période très très rudimentaire. D'empêcher tout passage, mais de contrôler les passages dans un sens comme dans l'autre. Les informations qu'on a sur la dernière opération qui s'est déroulée à Sousse, le jeune Tunisien s'est déplacé en Libye de manière sans passer par des passages réguliers. Donc on a l'obligation de contrôler nos frontières dans une zone qui est une zone accidentée, dans une zone qui est difficile. C'est une des mesures de protection. On a l'obligation aujourd'hui de contrôler cette frontière, et c'est ce qui a motivé la construction de cette barrière de sable de 2 mètres entre Ras Jdir et Djiba dans un premier temps, comme vous l'avez indiqué, sur 168 km. David Thompson, vous qui connaissez bien la Tunisie et cette frontière aussi avec la Libye, est-ce que vous pensez que ce mur, avec ces fossés autour de ce mur pour empêcher les véhicules justement de passer, est-ce que ça va permettre, comme le dit le ministre de la Santé, eh bien, de contrôler le passage de Tunisiens qui vont en Libye ou de Libyens qui viennent vers la Tunisie? Cette mesure a suscité une véritable perplexité au sein des personnes qui observent un petit peu la situation djihadiste en Tunisie. La première raison, elle est très simple, c'est que ce mur, en fait, cette dune de plus de 2 mètres avec des cratères qui sont creusés juste devant. Elle est censée empêcher les passages, mais sur une portion de frontière qui représente à peu près un peu moins de 200 km, c'est-à-dire du poste de Ras Jdir, poste plus au nord, à celui de Deiba. Or, au sud de Deiba, il n'y a plus de mur. Donc, que se passe-t-il lorsque des djihadistes auront l'intention de passer au sud de Deiba? J'ai posé la question à l'entourage du Premier ministre qui m'ont répondu, le risque zéro n'existe pas. Sous-entendu, cette mesure ne va pas changer grand-chose. En revanche, on peut dire qu'elle montre que les autorités tunisiennes ont pris conscience de la gravité de la situation. Après, il faut dire 60 morts en 2 mois, en 3 mois, dans 2 attentats, au Bardo, en plein centre de Tunis, et ensuite à Sousse. Parce que jusqu'à maintenant, il faut bien le dire, il y avait un véritable déni de réalité de la part des autorités tunisiennes sur cette question-là. Une semaine avant l'attentat de Sousse, j'étais encore dans un débat en Tunisie face au c'est un ministre du parti Nida Tounes qui m'expliquait que l'armée tunisienne avait quasiment vaincu le terrorisme. On était le lendemain d'un double attentat à Sidi Bouzid et à Djendouba, revendiqué l'un par l'État islamique, l'autre par la brigade tunisienne d'Aqmi. La preuve, c'est que dans cet hôtel, à Sousse, il n'y avait pas de sécurité d'ailleurs. Oui, clairement. Et il faut se rappeler que sur cette même plage a eu lieu un attentat kamikaze raté qui n'a tué que son auteur en octobre 2013. Les autorités tunisiennes auraient dû prendre en considération cet événement. La plage n'était pas surveillée. Le tueur a eu plus de
30 minutes pour massacrer 38 personnes. Et puis si on parle du mur, il faut aussi réaliser qu'il y a un contexte djihadiste armé sur le territoire tunisien aujourd'hui. Il y a un maquis djihadiste depuis la fin 2012. Il ne se passe pas un mois depuis la fin 2012 sans qu'il y ait des accrochages armés entre des forces de sécurité tunisiennes. Une centaine d'agents ont été tués depuis un peu moins de 3 ans. Tous les mois, il y a des accrochages avec des djihadistes et des forces de sécurité. Donc ça, pour cet enjeu-là, le mur ne va rien régler. Saïd Haïdi, vous avez entendu David Thompson, il dit le mur ne va rien régler parce que tout d'abord la frontière avec la Libye, c'est plus de 400 km, là on parle de 200 km, ça veut dire que c'est tout le sud qui reste encore poreux. Mais je voudrais que vous lui répondiez sur la question du déni de réalité. Est-ce que vous avez sous-estimé quand même cette menace terroriste? Est-ce que c'est ce que vous dites aujourd'hui? Non, certainement pas. Je peux vous dire que sur chacun de nos conseils des ministres, ce que je veux dire, depuis que ce gouvernement est en place, on a procédé à l'arrestation de 1000 djihadistes ou de 1000 personnes qui sont en relation avec les milieux terroristes. Donc ce gouvernement agit dans une situation, effectivement, qui est une situation déstabilisée. Une partie du problème est en Tunisie, une autre partie, une grande partie du problème est en dehors de la Tunisie, est en Libye. Et ce gouvernement, et l'État tunisien, je parle on a parfaitement conscience de la difficulté. Quand on dit que le risque zéro n'existe pas, le risque zéro n'existe nulle part. Je veux dire, sinon, à partir de la première tuerie qui aurait eu lieu dans une école aux États-Unis, on n'aurait plus eu d'autres tueries. Donc aujourd'hui, on a en face de nous un État, enfin un pays, on peut difficilement parler d'État en Libye, un pays qui est complètement déstabilisé, qui ne contrôle pas et on sait qu'il y a deux gouvernements qui sont en place. Après, c'est la justice qui est appliquée et il fallait l'appliquer parce que le contexte de la Tunisie l'imposait. On sait que c'est des Tunisiens. Ce qu'on dit par rapport à la Libye, ce n'est pas du tout, et on ne rejette pas du tout la responsabilité sur nos voisins libyens. On sait que c'est des Tunisiens qui s'entraînent là-bas. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le contrôle de cette zone-là. On peut avoir le contrôle de ce qui se passe éventuellement à Gasserine, à Bouzid ou ailleurs sur le territoire tunisien, mais on ne peut pas avoir le contrôle de ce qui se passe en dehors de nos frontières. D'où la nécessité, en tout cas pour nous, comme première étape, encore une fois, ce n'est qu'une mesure, d'un ensemble de mesures que le gouvernement tunisien a pris et continuera de prendre pour sécuriser, pour faire face à ces mouvements djihadistes, d'où qu'ils viennent de Tunisie ou qui viennent d'en dehors de la Tunisie. Ce phénomène-là est un phénomène auquel on doit collectivement faire face, que ce soit la Tunisie, l'Algérie et la Libye également doit y faire face. Mais n'ayant pas le contrôle de ce qui se passe sur le territoire libyen, on a aujourd'hui l'obligation de sécuriser nos frontières avec nos pays voisins et avec la Libye. David Thompson, l'état d'urgence a été décrété pour 30 jours. L'état d'urgence, on le dit à nos téléspectateurs, voilà ce que ça veut dire aujourd'hui. C'est un pouvoir d'exception pour les forces de l'ordre, c'est l'interdiction des grèves et des réunions, des fermetures provisoires de salles de spectacle. C'est prendre des mesures pour assurer le contrôle de la presse et des gardes à vue qui peuvent durer 15 jours. Il y a de nombreuses organisations des droits de l'homme qui dénoncent aujourd'hui ces lois antiterroristes et qui disent finalement que le pouvoir tunisien pourrait s'en servir pour sévir, et notamment parce qu'il y a de nombreuses grèves aujourd'hui en Tunisie. Il y a quand même un contexte social qui est compliqué. Oui, ces derniers jours, 9 organisations de défense des droits de l'homme, dont Human Rights Watch, dont Amnesty International, dont la FIDH, ont effectivement alerté les députés et les parlementaires tunisiens qui sont en train de débattre sur un nouveau projet de loi antiterroriste, sur le risque d'un recul démocratique. C'est vrai qu'au sein, aujourd'hui, cet enjeu djihadiste, il fait naître au sein d'une partie de l'opinion tunisienne et au sein d'une grande partie de la classe politique, et en particulier de la majorité qui est actuellement au pouvoir, une tentation sécuritaire. Vous entendez de plus en plus de gens en Tunisie qui vous disent il faut renouer avec les pratiques de Ben Ali pour répondre à cet enjeu djihadiste. Et ça, effectivement, ça pose la question, ça menace clairement le processus de transition en Tunisie, le processus de transition démocratique. Justement, les djihadistes combattent. Ce que combattent les djihadistes, c'est cette démocratie tunisienne qui a fonctionné jusqu'à maintenant depuis la Révolution, puisque la transition s'est passée de l'avis de tous les observateurs électoraux de façon sans aucun personne n'a relevé aucune irrégularité en novembre et en décembre dernier pour les législatives et la présidentielle. La transition entre les islamistes politiques et le parti Nida Tounes s'est bien passée. Mais il y a cette tentation sécuritaire, cette tentation d'un retour à des pratiques qui étaient celles de Ben Ali. Il ne faut pas oublier qu'une bonne moitié de l'actuelle majorité du parti Nida Tounes sont des gens qui sont issus de l'ancien parti, de l'ancien RCD, le parti de l'ex-président. Il y a un risque d'un retour en arrière. Donc, majorité n'a pas été biberonnée aux valeurs démocratiques tout au long de sa carrière. Donc il faut garder ça à l'esprit.
Saïd Haïdi, il faut rester vigilant. Non, je m'inscris. Non, on est extrêmement vigilant et je pense que même dans la déclaration de Monsieur le Président de la République, il a été très clair par rapport à la liberté de la presse et par rapport aux autres libertés. Les spectacles auront lieu, il n'est pas question de les fermer. Ce que permet l'état d'urgence. Et je veux rappeler mais les grèves, il y a des gens qui manifestent aussi aujourd'hui. Et ils ont le droit de faire grève dans le respect de la loi. Et ils continueront, quand ils le souhaitent, à faire grève. L'état d'urgence était en vigueur depuis janvier 2011 jusqu'à décembre 2014. Aujourd'hui, ce que permet l'état d'urgence, effectivement, ça donne des prérogatives au gouverneur, ce qui est l'équivalent des préfets en France, et au ministère de l'Intérieur en cas de menace sur le pays, de menaces terroristes. Et je pense qu'aujourd'hui, la Tunisie, par rapport à la transition n'est pas remise en cause et ne sera pas remise en cause. Là où elle pourrait être remise en cause, si on avait une multiplicité d'attentats terroristes et d'incursions de djihadistes en Tunisie, là oui, la transition serait mise en cause. David Thompson, un mot. David Thompson, parce qu'on arrive bientôt au terme de ce débat. J'ai encore une question, Monsieur le Ministre, à vous poser. L'état d'urgence, aujourd'hui, l'instauration de l'état d'urgence, ça comporte le risque d'un vrai recul démocratique. Est-ce que ça va permettre de répondre à l'enjeu djihadiste? C'est pas sûr. Comme le dit Monsieur le Ministre, effectivement, il y a eu l'état d'urgence de la Révolution en 2011 jusqu'à mars 2014. On construit une digue ou un mur sur 168 km pour une frontière qui en fait 459. Le reste de la frontière est une zone militaire. Bien entendu, c'est une première étape. On continuera dans le contrôle de nos frontières avec les moyens électroniques, avec également la coopération ou la collaboration avec d'autres pays tels que l'Algérie et d'autres pays également. Mais on a aujourd'hui l'obligation de contrôler les flux migratoires entre la Tunisie et la Libye, dans un sens comme dans l'autre, pour faire face à cette menace qui vient à partir de l'extérieur. Ensuite, pour ce qui se passe en Tunisie, vous évoquiez l'attentat de Sousse, qui est un attentat, effectivement, il y a eu l'attentat du Bardo, puis ensuite à Sousse, ce qui s'est passé sur cette plage. Ça s'est passé dans un hôtel. C'est vrai qu'on ne peut pas contrôler tous les hôtels et probablement les services de renseignement auraient pu ou pouvaient peut-être avoir plus d'informations sur cette opération. Mais je peux vous dire que le nombre, et ça on ne peut pas l'annoncer chaque semaine, le nombre d'attentats qui ont été déjoués prouve à quel point on a conscience aujourd'hui et on n'est pas du tout dans le déni. Et je peux vous dire que c'est la priorité des priorités. Encore ce matin, nous étions en discussion en Conseil des ministres et toutes les semaines, c'est réellement toutes les mesures qui sont prises pour sécuriser, pour faire face. La réponse n'est pas que sécuritaire, on en a conscience, elle est aussi économique, elle est aussi sociale, elle est aussi culturelle, mais il y a une urgence aujourd'hui, et cette urgence est de sécuriser notre frontière avec la Libye, où on sait, le jeune qui a commis l'attentat de Sousse s'est entraîné à Sabrata au mois de mars ou de février dernier. Donc on sait qu'on a ces mouvements-là. On a hérité d'une situation, après 3 ans après la Révolution, où il y a eu quand même un laisser-aller, je dirais, avec même des prêcheurs qui sont venus en Tunisie, qui sont venus embrigader quelque part les jeunes ou faciliter l'embrigadement de nos jeunes en Tunisie. On a conscience de tout cela. Ça va nous demander, c'est un travail de longue haleine, mais on y fait face et on y fera face. On est en guerre contre le terrorisme et on est déterminé à vaincre ce terrorisme en Tunisie. Et on vaincra le terrorisme en Tunisie avec la collaboration avec des pays amis. David Thompson. Oui, il y a une tendance aujourd'hui au sein des autorités tunisiennes à pointer du doigt la responsabilité de la Libye. Je rappelle parfois que la Tunisie est une source de déstabilisation pour la Libye, au même titre que la Libye l'est pour la Tunisie. Ces djihadistes qui ont frappé le Bardo et qui ont frappé à Sousse, ils étaient tunisiens. Monsieur le ministre évoque le camp de Sabrata. Selon nos informations, le camp de Sabrata, il a été fondé par des djihadistes tunisiens. Les mêmes qui étaient responsables du double assassinat en 2013 de Chokri Belaïd et de Mohamed Brahmi, les 2 opposants et députés de Sidi Bouzid. Donc c'est quelque chose qui est tunisien, qui est né en Tunisie. Et la Tunisie, effectivement, les djihadistes tunisiens ont profité du contexte post-révolutionnaire pour se développer, pour se structurer, effectivement, sous les autorités islamistes du parti Ennahda.
lorsque ce parti était au pouvoir, il y a eu une forme de tolérance à l'égard de ce mouvement. Mais là encore, les responsabilités politiques, elles sont partagées en Tunisie. Il ne faut pas oublier que les leaders djihadistes tunisiens qui étaient en prison sous Ben Ali et qui ont été libérés au lendemain de la Révolution, ils sont sortis de prison alors que Béji Caïd Essebsi était Premier ministre de transition, l'actuel président. Donc les responsabilités politiques, elles sont totalement partagées en Tunisie. Aujourd'hui, il y a un enjeu qui se pose... Sur ce point, si vous permettez. Oui, je vous en prie. Allez-y, Saïd Haïdi. Puisque j'étais au gouvernement. Effectivement, ça a eu lieu après la Révolution, au mois de février. M. Béji Caïd Essebsi est arrivé au mois de mars au pouvoir. Donc je m'inscris en faux par rapport au fait que ce soit Béji Caïd Essebsi, l'actuel président, qui est libéré. Et encore une fois, je pense qu'il ne l'aurait pas fait. Parce que si vous on n'est pas dans des nids et on sait... Il y a eu, effectivement, le décret a été signé avant que M. Béji Caïd Essebsi ne soit nommé Premier ministre de transition. Mais les cadres djihadistes, Abou Ayad et d'autres, ont été libérés alors que M. Béji Caïd Essebsi était Premier ministre de transition. En tout cas, le mouvement djihadiste Al-Sharia a été signé, fondé... Puis ensuite, absolument. Vous savez qu'une fois après la Révolution, et vous connaissez parfaitement le contexte, une fois que le décret a été signé par rapport à ça,